Bonjour à tous. La débâcle de l'armée américaine à Kaboul, avec l'arrivée soudaine des talibans et la panique qu'elle a suscitée, c'est une sorte de tragédie qu'on a vécue en mondiovision. On n'a pas fini d'en tirer les conséquences. Un nouveau monde va émerger et personne ne peut dire qu'il sera meilleur, on n'en sait rien. Mais il y a deux figures qui ont émergé sur la scène dans ce théâtre tragique, deux figures familières. Il y a d'abord les Afghans qui ont aidé les ambassades étrangères, les armées étrangères, les ONG, les associations, ceux qui ont cru à l'utopie d'un nouveau Moyen-Orient promis par les néoconservateurs américains, et puis ceux aussi qui ont réussi à s'employer, qui étaient à la marge donc de cette guerre. Ce sont les traducteurs, les hommes à tout faire, ceux que les journalistes appellent les fixeurs. Leur vie est désormais en danger et le pont aérien a été pour eux une sorte de grande évasion, mais beaucoup sont restés quand même coincés dans ce piège afghan. Et puis il y a les tueurs qu'on redoute, évidemment, les djihadistes qui ont provoqué ce bain de sang dans la foule qui se massait aux entrées de l'aéroport. Sans les Occidentaux, la guerre va continuer en Afghanistan. Ce seront les talibans contre, sans doute, les gens de Daesh, de l'État islamique au Khorasan. C'est l'appellation locale, mais c'est toujours le même nihilisme en action, la même frénésie terroriste. On va parler de Daesh avec Benoît Cristal, bienvenue à Télé-Sud, qui est grand reporter, qui a couvert la guerre en Syrie, en Irak, et qui publie « L'homme qui riait sous les bombes ». Ce livre est un roman, mais l'homme en question existait, il s'appelait Bakhtiar Haddad. Alors, d'abord, racontez-nous quand et où vous l'avez rencontré, et après, vous nous direz pourquoi il vous a tant impressionné, comment s'est nouée entre vous cette amitié. Quand et où ? Alors Bakhtiar Haddad, Baka comme ses amis l'appellent, je l'ai rencontré en 2014 lorsque l'État islamique, Daesh justement, a pris Mossoul et s'est attaqué au territoire kurde. Bakhtiar, lui, il était kurde irakien. Et à ce moment-là, vous vous souvenez de cet été terrible, on a entendu parler des yézidis qui étaient jetés sur les routes et tous les médias sont arrivés pour essayer de comprendre qui était Daesh. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Bakhtiar. C'est lui qui m'a fait découvrir ce terrain. J'étais jamais allé en Irak jusqu'à présent. Et lui, ça faisait déjà bien longtemps qu'il accueillait les journalistes. Il était fixeur. Donc le fixeur, c'est celui qui aide, c'est le guide des journalistes. C'est celui qui leur ouvre toutes les portes. Et en fait, on remet sa vie entre ses mains, en fait. Quand on est sur un terrain de guerre, on ne connaît pas bien le terrain. Et lui, il faisait ça depuis 2004. Lui, il avait 2003. Il avait aidé les journalistes qui couvraient la guerre en Irak. Donc la deuxième guerre d'Irak, quand les Américains sont intervenus massivement et ont déchouqué, se sont débarrassés de Saddam Hussein. Donc il avait 10 ans d'expérience derrière lui. Tout à fait. Donc c'était un non-combattant peut-être, bien que parfois il prend le fusil. Donc c'est un ancien combattant d'une guerre interminable avec plusieurs épisodes. Alors lui, il avait fait son choix en fait. Il avait fait le choix parce que il était d'une famille lettrée. Son père était historien. Il a vécu en France. Il avait fait le choix de ne pas prendre la Kalachnikov et de prendre la caméra et le stylo et d'aider les journalistes. Donc lui, il voulait apporter une connaissance. Il avait effectivement une arme sur lui parce que c'est un pays dangereux. Et parfois, il faut savoir faire peur à ses interlocuteurs. Mais il ne s'en servait pas. Il a participé à une bataille. Je ne sais pas s'il a tué des gens d'ailleurs, mais il a participé à la défense du Kurdistan irakien à ce moment-là, en 2014. Alors, vous racontez, parce que quand on lit votre livre, qui se lit d'une traite, c'est un roman qui accroche, qui est passionnant, avec des allers-retours. On découvre à la fois ce que c'est que le métier de journaliste, ce que c'est que le métier de fixeur, ce qu'a été la réalité de cette guerre, la difficulté qu'il y avait à la couvrir, la complexité en même temps de cette mosaïque entre Kurdes, Irakiens, Occidentaux, etc. C'est vraiment un livre formidable, qui n'est pas un livre de vulgarisation, mais qui se lit, même quand on n'y connaît absolument rien, d'un bout à l'autre. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Baka, il parle français parce qu'effectivement, il est venu en France, mais quand il était enfant. Tout à fait. Pas pour faire des études, avec son père, en fait. Il est venu, c'est là où il a connu Zidane, le foot, l'équipe, la Tour Eiffel. Vous êtes bien enseigné. Ouais, j'ai lu. Justement, son père avait été un petit peu écarté du territoire irakien où il commençait à se faire des ennemis parce qu'il avait il faisait son travail d'historien et ça ne plaisait pas toujours aux autorités
sur place. Donc on lui avait demandé de se mettre à l'écart en France. Et Bakhtiar, vous me posiez la question, comment il est devenu mon ami? Sur les terrains de guerre, en fait, on a une vie très intense. Et lui, Bakhtiar, tout le monde vous le dira, il connaît 300, 400 journalistes français, voire plus. Lui, c'est quelqu'un, soit on le déteste, soit on l'adore. C'est quelqu'un haut en couleur, c'était quelqu'un d'extrêmement joyeux. Il adorait imiter les diplomates, par exemple. Il commençait toujours ses phrases par mon cher ami, mon très cher ami, en imitant les diplomates. On rigolait tout le temps avec lui. Ouais. Et il est devenu mon ami, je vais vous dire à quel moment précis. Je me suis rendu compte que c'était quelqu'un d'extraordinaire. C'est que cet été-là, on a beaucoup couvert la fuite des Yézidis. On s'est retrouvés au milieu d'une famille qui avait même plus de lait pour les bébés. Enfin, c'était une catastrophe. C'est les Yézidis, donc c'est cette population. La minorité. Cette petite minorité qui vit dans la plaine de Ninive. Hein. Tout à fait. Racontez ça. Alors, la minorité Yézidi, ils adorent un ange, ils adorent. Voilà, ce sont les descendants des Zoroastriens. Donc pour Daesh, c'était l'abomination absolue, c'était les adorateurs du diable, alors qu'il n'y a pas plus pacifique et plus gentil qu'un yézidi. Oui, sauf que leur théologie est très spéciale. Voilà, donc ils ont été chassés de leur maison, les femmes réduites en esclavage, les enfants saisis pour devenir des petits soldats. Des petits kamikazes. C'était vraiment une horreur absolue. Et ce jour-là, la première fois, on en a fait beaucoup après des reportages avec les yézidis, je me souviens très bien qu'il a donné toute sa paye de la journée, tout l'argent que je lui avais donné pour la veille, il l'a donné à la famille. Et là, je me suis rendu compte que j'avais affaire à quelqu'un de très humain qui, malgré 11 ans de chaos, d'expérience, de folie, il avait toujours ce côté humain. Oui, ce n'était pas un profiteur de guerre. Pas du tout. Non. Mais ce n'est pas non plus, parce que dans les guerres, comme dans les révolutions, on voit émerger des types durs hein, et qui sont souvent la lie de la société et qui prennent comme ça l'ascendant. Lui, c'est un type qui est à la fois... C'est là où le portrait que vous en faites est très déconcertant. C'est un type qui vit très intensément les événements. Il n'y a pas véritablement de frontière d'ailleurs dans son métier entre le travail, l'exercice professionnel, ce métier de journaliste et puis l'engagement. Il est vraiment à la frontière. Et en même temps, effectivement, c'est un type engagé. Hein? Malheureusement, et c'est ce qui lui a coûté la vie, ces dernières années, il était totalement investi dans son travail. Il allait tous les jours à Mossoul. Imaginez, vous allez tous les jours, ou quasiment tous les jours, dans la ville où il est le plus dangereux sur la Terre. Voilà, c'est une guerre urbaine, c'est extrêmement dangereux. Donc lui, c'était devenu son mode de vie, en fait. Et à la fin, il en avait... Une drogue. C'est une drogue, on le sait tous, les journalistes, il y a de l'adrénaline qui rentre en jeu. Alors, après, tout est ennuyeux. Je ne pense pas qu'il trouvait la vie ennuyeuse, la vie normale. Il aspirait à la paix. Mais c'est un engrenage, vous avez tous les médias du monde qui sont là, il faut bien vivre, en Irak, c'est pas facile. Ouais, là, lui, c'était son mode de vie. L'adrénaline dont il a besoin, et puis il y a le métier qui est effectivement... On ne va pas se mentir, je ne fais pas exception à la règle, les reporters de guerre... On ressent, je ne vais pas dire un certain plaisir, mais une certaine excitation à être sur le terrain. Oui, mais ça, c'est très adolescent. Bon, alors, Et on en a besoin, sinon vous n'y allez pas. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez faire demi-tour, vous allez dire je ne veux pas risquer ma vie. Oui, mais justement, vous dites reporter de guerre, c'est là aussi où votre livre est très intéressant, parce que c'est une appellation non contrôlée, mais qui a beaucoup, dont on sert énormément désormais, ou correspondant de guerre, alors qu'en fait, pour la plupart, ce sont des journalistes qui ne font que passer. Correspondant de guerre, ça laisse entendre qu'il y a une sorte de permanence. C'est la vraie différence entre un reporter qui ne fait que passer. On pourrait même dire que c'est un touriste de la guerre, presque. Bakhtiar, derrière moi la guerre. Bakhtiar, lui, était journaliste et il y allait tous les jours. Donc forcément, il risquait sa vie beaucoup plus que nous. Voilà. Alors, c'est un trompe-la-mort. Il la cherchait. Pourquoi, à votre avis ? Il ne la cherchait pas, mais il était... Alors, j'essaye de l'expliquer dans ce livre. On en a parlé beaucoup ensemble. Lui, la mort violente faisait partie de sa culture. Quand vous grandissez en Irak, que vous êtes dans une minorité kurde, vous vous souvenez quand même du gazage de Halabja, vous vous souvenez de toutes ces horreurs. Lui, quand il était petit, il est rentré de France. Imaginez, il rentre de France, il habite porte de Versailles, il arrive à Erbil, guerre civile kurde. Qu'est-ce qu'il fait pour gagner un peu d'argent? Il ramasse les corps des victimes et il les rend aux familles.
Oui, c'est ce que vous racontez au début du livre. C'est un mode de vie que nous il a une bande de gamins avec lui. Il est vraiment le chef de bande. C'est les 400 coups en quelque sorte, mais dans une guerre. Voilà. Alors c'est les peshmerga. Ça veut dire l'homme qui regarde la mort en face. C'est quand même la culture kurde, ça. Exactement. Mais c'est pour ça que, au-delà de l'amitié, pour moi, c'est un personnage très important, notamment au moment de la guerre contre Daesh et au moment où nous, on se pose beaucoup de questions en France sur le terrorisme islamiste. C'est que lui, il n'avait pas choisi les armes. Il avait choisi la compréhension, la culture, l'échange d'informations. Et c'est quelqu'un qui n'était pas violent ni vindicatif. Et c'était quelqu'un qui avait des convictions très fortes anti-islamistes. Moi, il me disait, quand j'étais petit, je faisais le coup de poing à la récréation parce que les islamistes, c'était des gamins qui revenaient d'Arabie Saoudite et on n'en voulait pas. Voilà. Oui, ça c'est la culture kurde en plus. Tout à fait. Avec les femmes combattantes, c'est les choix en quelque sorte de ce coin, de ce confin du Moyen-Orient. Hein. L'homme qui riait sous les bombes. Alors, bon, c'est un tombeau. C'est un hommage, comme on disait autrefois, c'est un hommage rendu. C'est pas un tombeau, j'espère que c'est. C'est un tombeau, c'est le terme. C'est pas un mausolée, c'est un tombeau. Mais c'est aussi donc un roman. Alors d'abord, vous, à l'époque, quand vous suivez donc cet épisode, ces épisodes de la fin de Daesh, en réalité, en Irak, vous êtes correspondant, vous êtes journaliste dans un groupe puissant. TF1, LCI, et vous êtes basé à Jérusalem. C'est bien ça? Tout à fait. Et donc, vous allez, pendant combien de temps est-ce que vous allez suivre les convulsions du Moyen-Orient? C'est-à-dire combien de temps ce passage? Alors, je suis resté correspondant à Jérusalem pendant 4 ans. Donc, pendant ces 4 années-là, j'ai fait tous les mois, je partais sur le terrain. De quelle année? 2015 à 2020. 2015-2020. Mais auparavant, vous aviez déjà été sur place? Alors auparavant, j'ai assisté, comme beaucoup de reporters, au printemps arabe. C'est ça. Effectivement, vous êtes bien placé pour savoir que la désillusion a été grande. On est parti sur des révolutions civiles qu'on croyait à l'occidental, et on a abouti à beaucoup de soubresauts, de problèmes et de dictatures. Donc vous avez vécu notamment la place Tahrir au Caire. Tout à fait. La Tunisie. Et vous avez tout de suite compris, parce que la place Tahrir, ça a été très violent en réalité. Tout à fait. Derrière la façade de l'euphorie, de la révolution gay, de la prise de parole, beaucoup, il y avait quand même les voyous avec les barres de fer. Oui, tout à fait. C'était des voyous qui étaient engagés, payés par le pouvoir. Et je me souviens très bien qu'il y avait déjà la crainte des islamistes qui appelaient à manifester. Et donc c'était un... Et qui ont récupéré le mouvement. Et qui ont récupéré le mouvement, malgré... Qui ont accédé au pouvoir ainsi. Exactement. Et qui ont été vomis après par la population. Avec Mohamed Morsi, tout à fait. Et qui ont abouti au retour de l'armée au pouvoir. La seule élection d'un pharaon en 5000 ans d'histoire en Égypte, et qui s'est terminée au bout d'un an, en fait. Exactement. Bon. Et alors, dans votre roman... Dans ce livre, vous introduisez, au moment justement du Caire, un personnage, un agent de sécurité qui travaille avec les médias. Racontez-nous Mike. Alors, c'est un roman. Donc, je ne suis pas en train de raconter tout ce que j'ai vécu exactement. J'avais besoin d'une intrigue et j'avais besoin, moi, de cacher certains de mes sentiments qui sont trop durs. C'est quand même un livre aussi sur un deuil, donc c'est pas facile à raconter. Et je voulais pas faire un roman, un livre triste. Donc j'ai inventé une intrigue où Mike est un ami d'enfance de Bakhtiar et c'est un agent américain. Il travaille pour les services de renseignement de l'armée américaine. Et j'ai voulu mettre en lui un peu tout ce qui est notre mauvaise conscience occidentale. C'est-à-dire que pour faire la guerre, il faut se salir les mains. Ce qu'ont fait les Américains, ce qu'ont fait les Français. On n'a pas toujours des méthodes très propres. Et puis, on a des sentiments violents vis-à-vis de son ennemi. Donc lui, Mike, c'est la némésis du clan occidental. Il essaye de s'infiltrer au sein de Daesh. Il ment à ses amis. C'est quelqu'un de très complexe. C'est un manipulateur. C'est une brute. Exactement. C'est un nihiliste. Oui, et je voulais raconter son parcours à travers la guerre. Est-ce que c'est un portrait composite? Est-ce que vous avez repris des éléments de personnages qui sont comme ça
à la limite, sécurité, opérations spéciales, agents. En fait, je voulais montrer... Ou est-ce que c'est un produit d'imagination? C'est un produit de l'imagination inspiré de beaucoup de personnages que j'ai rencontrés. Donc dans une guerre, vous êtes censé être dans le... On explique dans le récit médiatique que nous sommes le camp du bien, que notre guerre est juste. Mais pour faire une guerre juste, il faut des gens extrêmement injustes aussi. Il faut des gens extrêmement violents. Donc je me souviens, la première fois où je suis allé en Irak, j'étais avec les Kurdes qui sont nos alliés. Et puis j'avais lié amitié avec un soldat. Et puis première bataille, je le vois prendre un prisonnier et tirer à la Kalachnikov à côté de son oreille pour le terroriser. Alors que cette personne n'avait rien fait a priori. Il fallait quand même vérifier que c'était un paysan. Donc, toutes ces expériences-là, qui sont vraies dans tous les camps, en fait, j'ai voulu les rassembler dans un personnage qui est le salaud de service. D'accord. Et alors, il hante le narrateur à tel point que celui-ci le voit après, quand il est revenu du front, du théâtre des opérations, quand il est rentré en Europe, quand il a repris sa vie de famille. Vous êtes père de famille, tout à fait. Marié, des enfants, vous partez en vacances. Alors, j'ai pas eu de vision, mais ce que je voulais montrer par là, dans le livre, le narrateur croit le voir. Tout à fait. Parce qu'il est en même temps très traumatisé. C'était le Mike, il m'a servi en fait pour montrer un peu ce qu'est le traumatisme de la guerre. Vous avez des choses qui vous poursuivent en fait. Même si vous en rendez pas compte. Il y a avant et après. Voilà, c'est vrai pour les guerriers, c'est vrai pour les journalistes, c'est vrai pour les civils, c'est vrai pour tout le monde. Quand on assiste à des choses extrêmement violentes, on a des flashs, on a des choses qui vous poursuivent, à plus ou moins grande intensité. Mais sur le coup, on se dédouble. Ça peut arriver. Sur le coup, on vit ça. Et puis on continue, parce que oui, ça fait partie, c'était attendu, ça fait partie du... En fait, vous posez la bonne question. Moi, je me suis, pour me créer une carapace et pouvoir supporter l'intensité de la guerre, je me suis un peu dédoublé. J'avais un personnage de reporter de guerre, parce que j'étais responsable, quand j'y vais encore aujourd'hui, je suis responsable de toute une équipe aussi. Donc il faut que je sois extrêmement froid, extrêmement logique, que je prenne les bonnes décisions. Je ne suis pas comme ça tous les jours dans ma vie. Et puis, oui, on évalue la menace, on évalue la probabilité, on essaie de... Donc il y a une sorte de dédoublement, effectivement. Il y a un risque mesuré. Oui, il y a la personne privée, puis il y a encore plus fort que dans une profession classique, quand on est à la guerre, il faut être à 120%, 200% à ce qu'on fait, parce que les risques sont trop grands. À l'époque, vous étiez avec un groupe derrière vous puissant, donc vous aviez les moyens aussi d'acheter une forme de sécurité, d'avoir justement, d'employer un bactard comme quelqu'un qui connaît vraiment le terrain, qui a les meilleures connexions, qui a appelé à quel moment, etc. etc. Vous avez vu beaucoup de jeunes journalistes venus s'éprouver comme ça, avec une innocence incroyable, une naïveté. Chaque conflit crée sa génération de journalistes. Moi, avec un peu de recul et d'expérience, je vois très bien qu'il y a la génération Sarajevo, il y a la génération Irak 2003, et il y a la génération guerre contre Daesh. Donc effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui sont arrivés à Erbil, des gens de 20-25 ans, qui ont indépendants, sans sécurité financière derrière eux, qui sont arrivés à Erbil, parce que c'est une ville assez occidentalisée, et qui ont couvert ce conflit avec de grands risques, mais visiblement, il n'y a pas eu beaucoup d'accidents en leur sein, donc ils s'en sont très bien sortis. Mais imaginez, mettez-vous à leur place, c'est l'expérience d'une vie. Vous pouvez couvrir une guerre. Alors, donc, votre héros, votre ami, a commencé en 2003, vous le rencontrez en 2014 et il meurt en 2017, au moment de la prise de Mossoul, du moins de la chute de Mossoul, qui était aux mains de l'État islamique et que l'armée irakienne a repris. Donc vous l'avez en fait côtoyé pendant 4 ans. Tout à fait, oui. Il est d'une manière très très claire, il est sans aucune illusion sur les gens d'en face, sur l'ennemi, sur les djihadistes. Et comme je vous ai dit, lui, il les a côtoyés, il les connaissait. D'accord. Donc il sait d'où ils viennent, il ne s'en fait pas une image fantasmée, il connaît leur fanatisme, et les Kurdes sont bien placés pour mesurer leur détermination. Est-ce que les Français, est-ce que vous aviez du mal, vous, à l'époque,
à épouser d'abord cette conviction, à voir les choses de la même manière que lui. Avant le Bataclan, dont cette semaine on juge l'un des auteurs, le seul qui soit survivant, Abdeslam Salah, qui est jugé cette semaine donc à Paris. Est-ce que, avant le Bataclan, vous mesurez, vous, à la fois le danger qu'il représente, ces djihadistes Si vous vous souvenez, à l'époque, je travaillais pour une grande émission d'information internationale et on les suivait, ces djihadistes. Ils avaient leur mur Facebook ouvert, ils étaient même disponibles pour des interviews. Moi, je n'ai jamais fait parce que je sentais un grand malaise vis-à-vis de ces gens qui déclaraient leur haine contre la France et qui sont clairement entrés en guerre contre la France. Donc ça, on le savait depuis 2012. 2013, on ne pouvait plus se faire d'illusions. Donc quand je suis arrivé sur le terrain, moi aussi, je les connaissais indirectement. Et je n'avais pas de mal à être d'accord avec Bakhtiar pour dire que voilà, ce sont nos ennemis, ils nous ont déclaré la guerre. Et au-delà du romantisme un peu idiot des jeunes djihadistes... Oui, parce qu'il y a le romantisme des djihadistes, de certains en tout cas, et puis la jouissance, hein, oui, tout à fait. les petits avantages de la guerre quand même. Mais derrière eux, il y a tout un mouvement... Ils jubilent dans le chaos quand même. Oui, hein, il y a tout un mouvement qui est 40-50 ans, les islamistes. Et là où c'est intéressant, c'est qu'ils essayent aussi d'infiltrer la société kurde. Donc Bakhtiar, il était aussi en lutte symboliquement contre eux, toute sa vie. Et je dois dire que moi, ça m'a plutôt renforcé dans ma volonté de lutter contre l'islamisme, ISM, l'islamisme en France, évidemment. Ouais. Alors, vous vous en êtes bien tiré. Tout à fait. Vous êtes sorti d'affaires, vous êtes revenu, vous avez repris votre vie. Vous vous sentez une dette vis-à-vis de lui? Vous avez un sentiment de culpabilité? Non, j'ai eu un sentiment de culpabilité très fort à un moment parce que je lui avais proposé à ce moment-là de partir en Syrie avec moi. Moi, je l'ai croisé, j'étais la veille de sa mort, j'étais encore avec lui. Et alors, vous êtes à l'hôtel, vous devez vous-même aller à la frontière syrienne. C'est ma mission et je lui dis viens avec moi. On s'était mis d'accord avant. Et au dernier moment, il me dit je ne vais pas venir avec toi, j'ai une autre mission. J'ai accepté une autre mission à Mossoul. Et le lendemain, il meurt. Donc là, j'ai vraiment... C'est pas de la culpabilité, c'est un sentiment extrêmement confus. Mais par ça, oui, c'est un peu pour ça que j'ai créé le personnage de Mike. Il y a des amis de Bakhtiar qui ont accusé les journalistes de l'avoir tué. Moi, je ne suis pas d'accord. Bakhtiar, il faisait ce métier, pas uniquement parce qu'il ne mourait pas de faim. Il était notre ami et il voulait faire ça. C'était son choix. Mais en même temps, il savait où il allait. Tout à fait, oui. Je veux dire, le risque qu'il meure comme ça... et non pas d'une maladie sénile, était très fort. Hein. Mais je vais vous dire une chose, on peut croire que le pire est toujours certain. Moi, pour moi, dans ma tête, il n'allait jamais mourir, Bakhtiar. Pour moi, il avait la baraka. Voilà. D'accord, la baraka, c'est ça. C'est ça. Et on vit avec. Oui, c'est-à-dire qu'on devient superstitieux, en fait. Un petit peu. À la guerre, on devient superstitieux. Oui, on se dit, quand on a échappé 2-3 fois à la mort, soit on dit j'arrête, soit on dit, c'est bon, je maîtrise, tout va bien. Bon, il avait 41 ans. Il y a une phrase, vous savez, qu'on prête à Napoléon, un hussard qui n'est pas mort à 30 ans est un Jean Foutre. Mais d'une certaine manière, les fixeurs sont les héritiers de cet état d'esprit des hussards de l'Empire. Oui, moi c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est pour rendre hommage à ce courage. Et c'est des gens dont on parle... Les gens, on parle très rarement des fixeurs. Il y a eu un grand film, La Déchirure, vous connaissez. Oui. Mais à part ça, on en parle très peu souvent. Et lui, je voulais lui rendre hommage. Et alors, il est extraordinaire. Dans ce livre, il est extraordinaire parce que non seulement il a cette espèce de vitalité et ce côté trompe-la-mort, cette intelligence, cette énergie, quoi. C'est une pile, comme vous le dites. Il est incroyable. Il n'a pas besoin de dormir, il n'a pas besoin de récupérer, il n'a pas besoin de... un de mes premiers souvenirs avec lui, on était, après être allé sur le front, on était allé boire un verre dans une boîte de nuit à Erbil. Et je me souviens très bien qu'il dansait, enfin nous on était tous épuisés. Et puis moi je me suis mis à danser et je me suis approché d'un groupe. Puis il est venu me chercher, gentiment, il m'a dit écoute, tu n'as peut-être pas remarqué, mais les messieurs qui dansent ont une arme sur eux et ils n'aiment pas qu'on s'approche de leur fiancée. Donc viens par ici. Donc, il s'arrêtait jamais. Donc il était encore dans la vigilance. Voilà, tout à fait. Mais ce que vous racontez est intéressant parce qu'on voit que on va au front et le soir on va en boîte.
Il y a peut cette arriver. espèce d'excitation, quoi, en fait. Hein. Bah, non, mais on n'est pas. Il y a aussi l'âge qui prend sa part. Oui, non, mais il y a aussi des guerres où il n'y a pas de boîte. Oui, oui, tout à fait. Mais là, on va en boîte quand c'est fini, pas quand on doit y Non, retourner. mais il y a des guerres épouvantables, Évidemment, oui, bien sûr. des guerres tribales, des guerres où avec des lignes de front classiques, et des guerres où non seulement c'est l'ennui, l'attente, le froid, la faim, la tristesse, Oui, mais la solitude. toutes les guerres médiatiques qui ont été très suivies, vous le savez bien, à Sarajevo, tous les grands reporters vous raconteront qu'ils avaient une boîte de nuit, Sarajevo, ils se etc. retrouvaient. Voilà. Oui, Il y a toujours un côté préservé pour avoir une vie à peu près normale. Comme au la milieu du guerre est chaos. belle, comme la guerre est belle au soleil, hein, pourrait-on dire, hein, et comme cette vie est exaltante, hein, et en même temps, il y a la vérité des caractères qui se révèle hein, dans ces moments extrêmes, et on arrête de tricher. C'est un livre formidable, Benoît Cristal, L'homme qui riait sous les bombes. C'est pareil aux éditions du Rocher, bravo, merci. Merci beaucoup. Bonne continuation. Ainsi va le monde sur Télé Sud.